Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle séance de guidage. Page 106 aujourd'hui, toujours ce chapitre 5 assez particulier. 7 nous parlait dans les dernières pages des unités électromagnétiques, des unités même d'énergie électromagnétique, les UEE, qui sont accélérées, projetées, dit-il, dans la matière à travers les points de coordonnées subordonnés dont il parlait les séances précédentes. Et c'est comme en fait si la matière coagulait. C'est comme ça qu'il explique. Donc on passe de nos idées, de nos émotions, jusqu'à la matière physique à travers ces unités. On est à la fin de la page 106 avec un nouveau paragraphe. Et donc, je reprends la parole de Seth, où il enchaîne en disant « Ainsi, chaque pensée ou émotion existe en tant qu'unité d'énergie électromagnétique, ou comme une combinaison d'unités. » Donc, voilà, chaque pensée ou chaque émotion existe en tant qu'une unité d'énergie électromagnétique particulière ou comme une combinaison de plusieurs de ces unités. Donc là, il faut vraiment comprendre, je pense que c'est vraiment à l'origine, c'est-à-dire comme la conscience est à l'origine de la matière et non l'inverse, tel qu'on peut le percevoir au quotidien. Eh bien, c'est vraiment cette transition. Là, il nous donne un élément. Alors voilà, il le nomme comme lui le pense, comme il le sent, en disant des unités d'énergie électromagnétique. Mais c'est juste ce qui va suivre après l'émotion. Donc il y a la conscience, donc l'émotion, les sensations, les idées, qui sont à l'origine de toute chose, et qui vont se concrétiser sous la forme de ces unités qu'on n'a pas encore découvert, nous, aujourd'hui, scientifiquement, à ma connaissance en tout cas. Et c'est cette combinaison, cette variété particulière d'unités qui doit être suffisamment intense donc, pour pouvoir déclencher l'apparition de la matière. Et donc dans la fin de cette phrase, après un point-virgule, Seth continue en disant « Et souvent, ces unités dont je viens de parler émergent avec l'aide des points de coordonnées, comme les blocs de construction de la matière physique. » Donc c'est les premiers morceaux de Lego qui apparaissent. Et c'est à partir de ça que l'on construit finalement tout ce qui nous entoure. Les blocs de construction de la matière physique. Et donc, je redis, là, c'est vraiment ces points de coordonnées qui font le lien entre la conscience au départ, ces unités d'énergie électromagnétique qui vont suffisamment coaguler, qui vont être accélérées, je crois, les termes qu'il avait utilisés, amplifiés, accélérés, au niveau de ces points de coordonnées pour pouvoir créer la matière. Et tout ça se passe de manière tellement rapide, tellement instantanée qu'on n'en a absolument pas conscience, bien entendu. Cette émergence, continue-t-il, dans la matière se produit de façon tout à fait neutre, indépendamment de la nature des pensées ou des émotions elles-mêmes. Le passage conscience-matière n'est pas teinté par quoi que ce soit. C'est une transcription brute de la conscience qui apparaît sous forme d'actions, d'événements, d'objets de notre vie quotidienne. Voilà, lui il dit, c'est le point particulier, en tout cas dans cette phrase que je comprends en particulier, que cette émergence se fait de manière tout à fait neutre, quelle que soit la nature des pensées. Les images mentales, dit-il ensuite, accompagnées d'émotions
forte, voilà cette notion d'intensité qu'on avait vue, c'est l'intensité suffisante qui permet de déclencher, forme donc les images mentales accompagnées d'émotions fortes, forment donc le schéma sur lequel vont apparaître, selon vos termes, l'objet physique, la circonstance ou l'événement correspondant. Une image mentale laisse apparaître, fait apparaître quelque chose. Et ce quelque chose, là je pense qu'il donne des exemples très concrets. C'est effectivement donc un objet physique, quelque chose de palpable, de concret. Et donc là ça revient à l'idée que chacun crée son environnement. Donc les objets qui l'entourent et ces objets sont donc absolument subjectifs. Mais aussi une circonstance ou un événement correspondant. Donc on crée en permanence ce qui nous arrive, les actions, les événements, à partir de notre image mentale à nous. Là c'est la fin de la session de leur côté, Jen et Robert. Maintenant, fin de la dictée, avez-vous des questions ? Robert répond non. Et il dit, une petite phrase que je trouve assez amusante, c'est Seth qui dit là, « Nous nous sortons bien de ce chapitre 5, mes pensées les plus chaleureuses et un très cordial bonsoir. » Donc Robert répond « Bonsoir Seth, merci beaucoup. » Ils finissent leur session à 23h32. Une session qui avait commencé à 21h18, pour rappel. Et donc Seth trouve que finalement les exemples qu'il a donnés, la manière dont il a abordé ces différents thèmes, qui sont quand même assez complexes, et surtout assez, même complètement, novateurs. C'est des concepts que, a priori, nos scientifiques n'ont pas encore découverts. Donc, quand on les lit comme ça, on se dit, mais c'est n'importe quoi. Enfin, surtout le point de départ, c'est que Seth pose l'inverse du cheminement intellectuel habituel. À chaque fois, on imagine que la matière existe indépendamment de nous, que c'est le point de départ, que nous ne sommes qu'une partie de cette matière-là, et que nous sommes une matière particulière douée de conscience. Ça, je résume en quelques phrases, mais c'est quand même le point de vue général qu'on peut avoir sur le monde physique autour de nous. Comme Seth parle du principe exactement opposé, qui est que la conscience est partout, dans le moindre atome, dans la moindre molécule. Il disait, la moindre tête de clou que vous croisez, qui est plantée dans un bout de bois, il y a une certaine forme de conscience. Donc, il disait aussi que notre corps, nous avons effectivement peut-être des zones particulières où se forme une conscience particulière, mais globalement, chacune des parties de notre corps, chacun des atomes, chacune des molécules, chacune de nos cellules, a sa propre forme de conscience. Donc chacun à son niveau. Tout ça, ça s'emboîte. Nous sommes donc pleinement conscients. Et ça, c'est le point de départ. Et là, il fait enfin le lien entre cette conscience qui est partout et qui est matérialisée. Nous sommes une conscience matérialisée et non pas matière qui a une conscience. Ça, c'est vraiment le point fondamental de Seth. Et donc là, il pense effectivement avoir amené suffisamment d'éléments pour expliquer, lui, ce qu'il a compris, avec cette notion notamment d'unité d'énergie électromagnétique. Et il est donc assez content, en tout cas, il a l'air d'être assez content de la manière dont il a commencé à dicter ce chapitre 5. On va enchaîner directement avec leur session suivante, session 525, le vendredi 22 avril 1970. Il commence à 21h14, et Robert note que la dictée du livre de Seth, donc le livre Seth parle, que je suis en train de guider, est précédée ce soir de 4 pages de matériel personnel que nous avons supprimés dans le texte. Et donc reprise après une pause à 22h03, donc il y a à peu près une heure
de page personnelle. Et là, il rentre maintenant dans la suite de la dictée du livre 7 parle. L'intensité d'un sentiment, dit-il, d'une pensée ou d'une image mentale est donc l'élément qui détermine son éventuelle matérialisation. Et là, on a vraiment la clé de voûte de cette matérialisation, cette création. L'intensité, et c'est ça le point fondamental, d'un sentiment, d'une pensée ou d'une image mentale est donc l'élément qui détermine son éventuelle matérialisation. Dit autrement, c'est en fonction de l'intensité, donc de l'énergie, peut-être du temps, que l'on va mettre à penser quelque chose, qui va déterminer ce que l'on vit. Et là, ça me rappelle furieusement la loi d'attraction, qui est un concept, alors je sais plus qui était à l'origine, c'est vrai que cette loi d'attraction, telle qu'elle était posée. Je vais la résumer un peu avec mes mots, je mettrai sans doute un lien, si je trouve d'autres éléments dans la vidéo. La loi d'attraction, c'est le fait de se mettre dans un état psychologique, on va dire particulier, qui fait que on va attirer les personnes, les événements, les actions, tout ce qui est autour de la même énergie, on va dire. Donc, pour simplifier, si je suis quelqu'un de positif dans la vie, il va m'arriver des événements positifs. Si je suis plutôt pessimiste, il va m'arriver des choses plutôt négatives. Cette loi d'attraction, eh bien, quelque part, Seth vient de donner avec ses mots à lui, donc encore une fois, on est dans les années 70, là, le 22 avril 1970, lui, il explique avec ses mots à lui, et tout ce fonctionnement, alors, il explique avec des particules et des éléments que nous, on n'a pas encore identifiés. Il disait que les unités sont tellement petites que les molécules paraîtraient grosses comme des planètes par rapport à ça. Donc, on n'a pas encore, a priori, les outils pour identifier, faire une image, les compter, voir exactement ces unités d'énergie électromagnétique dont il parle. On n'a pas les outils aujourd'hui, a priori, ou en tout cas on n'a pas cherché dans cette direction-là, on n'a pas d'éléments, encore une fois, à ma connaissance, qui tendraient à prouver, ou à confirmer, en tout cas, aller dans le sens de cette, parce que à la rigueur, prouver, c'est pas tellement intéressant, mais en tout cas, qui alimenterait cette réflexion dans le même sens. Mais Seth, avec ses mots à lui, et tout ce cheminement depuis la conscience, et donc l'état d'esprit, c'est ça, il parle d'image mentale. Donc, en fonction des idées qu'on a dans la tête, donc de nos croyances, de ce que l'on voit de la réalité, de ce que l'on en pense surtout, eh bien, on va, quand on arrive à une certaine intensité, en tout cas, déployer les actions qui correspondent à ce à quoi on pense. Dit autrement, si on pense que la vie est dure, on va facilement, régulièrement, créer des actions qui confirment ce que l'on pense. Le cerveau, de toute façon, cherche à confirmer en permanence ce qu'il sait de la réalité. Il cherche à simplifier sa vie et donc à caser dans des boîtes qui existent déjà. Ce qui est compliqué, c'est de mettre de l'énergie pour changer ce que l'on pense de la réalité. Mais en permanence s'auto-rassurer sur voilà, je pense ça et tout ce qui m'arrive confirme que j'ai raison de penser ça, ça c'est le cheminement le plus simple. C'est comme ça que le cerveau il est fait pour économiser de l'énergie, il va confirmer, se conforter, se réconforter même dans des schémas déjà tout faits. Les neurones d'ailleurs ils se constituent en réseau et donc le cheminement, comme dit, l'influx nerveux, donc le fonctionnement du cerveau, de neurone à neurone,
chemin d'accès, le réseau déjà mis en place en tout cas, plus on se sert du même réseau, plus il se consolide, plus les neurones vont solidifier, consolider, renforcer le même axe de fonctionnement. Encore une fois, ce qui est compliqué, c'est de sortir de ses habitudes, c'est de sortir de sa zone de confort, c'est d'aller voir le monde de manière différente, de changer de point de vue. Là, ça demande d'un point de vue neurologique de déconnecter certains axes qu'on avait mis en place pour aller reconnecter ailleurs, et avec la répétition, petit à petit, de prendre un autre chemin dans le cerveau. Donc, de fonctionner différemment au final, et que ça devienne un chemin plus facile. Avec ces mots à lui, Seth vient donc d'expliquer comment la conscience vient facilement mettre en place des actions dans sa vie, et donc comment, en permanence, on fabrique ce que l'on pense. Pour moi, c'est la loi d'attraction, sous une autre facette. C'est en tout cas une explication de ce fonctionnement-là. Et quand on a compris ça, effectivement, l'idée c'est de se dire, essayons de mettre plutôt des événements qui nous semblent positifs, puisque tout est teinté, le monde est neutre, mais tout est teinté par nous-mêmes, nous construisons notre propre monde. Donc, qu'est-ce que je considère comme positif, et d'essayer de déployer plutôt ces éléments-là dans ma vie. Donc, de se dire que ce que je considère comme positif arrive, c'est facile, c'est pas quelque chose d'insurmontable. Ce n'est pas forcément le pire qui arrive dans la vie. Un bonheur n'arrive jamais seul. Voilà, c'est plutôt des proverbes de ce type-là qu'on va essayer de déployer, plutôt que de dire que il y a une cuillère de merde chaque jour dans la vie. Vous voyez que c'est quand même deux états d'esprit complètement différents. Et il va continuer son explication, paragraphe suivant, en disant « L'intensité », toujours ce mot vraiment très important, et il insiste en disant « L'intensité est le noyau autour duquel se forment les unités d'énergie électromagnétique. » C'est le point de départ. C'est ça qui va aider, là je comprends avec mes mots à moi, à agglomérer ces unités et donc à les transformer en quelque chose de concret, de matériel. L'intensité est le noyau autour duquel se forment les unités d'énergie électromagnétique. Et il rajoute, plus le noyau est intense, plus la matérialisation physique est rapide, selon vos termes. Et cela, continue-t-il, que l'image mentale soit effrayante ou joyeuse. Tout se forme de manière neutre, juste avec une très forte intensité. Donc j'en avais parlé dans la séance précédente, les émotions positives peuvent être plus ou moins fortes, plus ou moins intenses, les émotions négatives aussi. Donc ce qui compte, c'est pas tellement effectivement la nature de l'émotion, mais c'est son intensité. Donc autant être plutôt joyeux, puisque ça va plutôt créer des événements joyeux dans notre vie, et ça va nous conforter aussi, de voir que la vie est belle. Et on ressème comme ça en permanence, en disant mais finalement la vie est abondante, la vie est belle, et les événements qu'on vit, on les regarde plutôt de ce côté-là également, donc ça aide à maintenir cette croyance-là, qui en est une. On a besoin de croyances pour vivre dans cette réalité physique. La question est quelles sont les croyances qu'on veut installer. Est-ce qu'on veut rester avec des croyances qui nous tirent plutôt vers le bas, ou est-ce qu'on veut installer des croyances qui ont l'air plutôt d'être bénéfiques à nous, autour de nous, voilà. C'est vraiment cette idée-là. Qu'est-ce que l'on choisit de renforcer dans notre vie? Et c'est ce que Seth explique justement. Il dit dans la phrase suivante, « Il y a donc ici quelque chose de très important, deux points, si l'activité de votre esprit est intense, si vous pensez sous forme d'images mentales et affectives fortes,
celles-ci vont rapidement se transformer en événements physiques. Et donc, voilà, il dit à sa manière, ce que je viens déjà d'expliquer, si vous êtes d'une nature très pessimiste, que vos pensées et vos émotions se tournent volontiers vers des désastres potentiels, ces pensées vont être très fidèlement reproduites dans votre expérience. Voilà ce que Seth nous dit. Et ça, c'est un point, effectivement, qui est fondamental. Ce qui nous arrive ne nous arrive pas par hasard. Là, je vais redire aussi quelque chose, ça me semble important de le rappeler à ce niveau-là. Il ne faut pas, il me semble, rajouter de la culpabilité à ce qui nous arrive. C'est-à-dire, Seth est en train de nous expliquer que nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Que nous créons les événements tristes, joyeux, terrifiants, qu'est-ce qu'il dit, effrayants, joyeux, en fonction des croyances qu'on peut avoir de la vie, en fonction de nos pensées, en fonction de... voilà, si on fait une action, est-ce que tout de suite on se dit, je suis en train de lister tout ce qui peut arriver de mal. Moi, je connais des avocats ou des notaires, par exemple, ils sont là pour anticiper tout ce qui peut se passer de mal. C'est leur métier. Ou des gens qui travaillent dans les assurances. Ils regardent potentiellement quelle chance ou quelle malchance il y a d'avoir tel ou tel problème. Ils sont là pour ça. Pour justement écrire des textes, prévoir, l'intégrer, mettre des conditions, etc. Mais du coup, leur attention est plutôt focalisée sur ce qui peut se passer de mal dans la vie. De voir tout le temps, même si c'est les 1% de chance que telle chose arrive. Et je connais des gens dans la vie aussi, quand on discute avec eux, « Ah tiens, j'ai un projet, je vais faire ça. » Le premier réflexe qu'ils ont, c'est de dire « Ah mais t'as pensé, il peut t'arriver ça, il peut t'arriver ça, il peut t'arriver ça, mais c'est dangereux parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Ils commencent à lister déjà tous les trucs qui arrivent avec des probabilités inférieures à 1%, mais c'est là où ils vont mettre leur énergie. Donc c'est pas forcément être pessimiste, mais c'est des gens ultra prudents et qui vont, ils vont prendre toutes les assurances possibles et inimaginables qui existent. Ils vont prendre 3 roues de secours. Ils vont prendre dès qu'ils partent en voiture. Ils vont, vous voyez, c'est-à-dire qu'ils créent toutes les circonstances pour dire, je suis sûr qu'il m'arrivera rien. Déjà, c'est faux parce qu'il peut toujours arriver quelque chose. Mais c'est une sorte de surprotection un petit peu inutile, surtout dans nos sociétés où on vit pas avec un danger de mort permanent au-dessus de la tête. Peut-être qu'il y a certaines périodes de l'histoire où c'était le cas. Là, c'est quand même rare d'avoir vraiment un danger. Peut-être la manière la plus rapide de mourir, ça va être un accident de voiture. Donc, les gens très pessimistes, ils devraient arrêter de prendre la voiture, peut-être. Vous voyez, si on va dans cette vision-là. Mais si on garde un petit peu, si on fait un petit pas de recul, si on garde un peu la tête froide en regardant, mais on regarde plutôt toutes les potentialités positives qui peuvent arriver. J'espère qu'à chaque fois que vous prenez la voiture, vous commencez pas à penser à un accident de voiture. Vous pensez au chemin super que vous allez faire. Vous avez un projet, vous allez quelque part. Et c'est ce chemin-là qui est intéressant. Donc c'est plutôt là-dessus qu'on essaie de mettre de l'attention, plutôt que tout ce qui peut arriver de pas bien dans notre vie. Et ça, cette question, elle est posée à chaque fois qu'on fait quelque chose. On change de travail, on part en vacances, on rencontre quelqu'un, on va dans une soirée, il y aura des nouvelles personnes. Et chaque fois qu'il y a quelque chose d'un peu nouveau, soit on part dans une anticipation de toute la liste des problèmes qui peut survenir, et on va donc anticiper quelque chose de négatif, soit on est plutôt neutre quelque part. On va attendre le moment présent, on va attendre de voir, je vais expérimenter quelque chose. Je sais pas ce qui va se passer. Et quelque part, s'il y a des bonnes surprises, c'est du bonus. Mais le point de départ, c'est de se dire, je vis une expérience qui est ce qu'elle est. Et là, ce serait peut-être, effectivement, alors peut-être que là aussi, Seth, il nous dit, on peut vivre des événements, l'image mentale peut être effrayante ou joyeuse. Et comme on crée ce qu'on veut, peut-être qu'on peut plutôt se projeter vers quelque chose de joyeux.
mais sous réserve de pas créer après coup, à l'inverse, si c'est pas à la hauteur de ce qu'on imaginait, de pas créer un contre-coup en disant finalement je suis déçu. Donc on va créer une déception. C'est pour ça que l'idée, peut-être, c'est de se dire, je pars sur quelque chose de neutre, l'événement est ce qu'il est, l'événement en tant que tel n'est pas bon ou mal. Il n'est pas mauvais, il n'est pas bon non plus, il n'est pas connoté. Un événement est un événement. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué, qui me semble correspondre, en tout cas moi, dans la manière dont je le vis, à ce que Seth propose, de se dire qu'il n'y a pas de bien et de mal, de manière générale, dans la nature des événements. C'est nous qui teintons, puisque c'est nous qui créons notre réalité, c'est nous qui teintons les événements que l'on vit. Et on le fait principalement à partir de notre mental, et on le fait principalement à partir de ce qu'on a déjà expérimenté avant. On cherche à reproduire des événements qu'on a déjà vécus qui étaient positifs, sauf que l'événement qui arrive ne sera jamais le même événement que ce qu'on a déjà vécu avant, donc c'est toujours un petit décalage. Et on essaie d'éviter des événements qu'on a vécus comme étant quelque chose de négatif, mais des fois on va faire des actions un peu bizarres pour éviter un événement. On met beaucoup d'énergie, alors que l'événement qui arrive n'est pas le même que l'événement négatif qu'on a déjà vécu, donc il va être moins intense, moins fort, ou peut-être qu'on va le trouver bien finalement. Donc on se laisse influencer par ce qu'on a comme appréhension, positive ou négative, et c'est ça qui va quand même créer notre expérience, même si éventuellement on peut être déçu, c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre l'image qu'on avait de l'événement avant de le vivre et l'événement tel qu'on le vit réellement. Et c'est ce décalage-là qui peut créer une nouvelle création d'événements. Si on est très déçu, on va vouloir soit retrouver à nouveau un événement, recréer quelque chose, soit se dire finalement non, je me trompe, je veux absolument éviter cet événement que je pensais positif, donc on le met du côté des actions, des objets à ne pas refaire. Voilà, comme si on avait deux boîtes, une boîte les événements et les actions que je veux reproduire régulièrement, et puis à côté une autre boîte ce que je veux éviter à tout prix. Et puis on est en train d'essayer d'aller absolument vers la boîte ce que j'aime bien, et puis on évite le plus possible les événements je n'aime pas. Seth, quelque part, il dit avec ses mots à lui un petit peu cet événement-là. Mais en disant que, comme tout vient de nous, restons plutôt dans cette création d'événements positifs, en vivant en même temps les événements tels qu'ils sont réellement. Là, c'est un petit décalage. Donc là, je teinte un peu avec moi ma manière de vivre, avec aussi ce que j'ai vécu avec le yoga, avec différents éléments de ma vie. Je vous teinte un petit peu ce que je comprends de cette page-là, ce paragraphe où il parle des événements tels qu'on les vit, avec donc peut-être une idée quand même en fond d'essayer de rester neutre. Alors je vais peut-être aller un petit peu plus loin aujourd'hui là-dessus. Quelque part, tant que on est dans cette réalité physique et qu'on est attiré par la matière, c'est-à-dire qu'on a justement les deux boîtes dont je parlais, une boîte de choses qu'on aime, une boîte de choses qu'on n'aime pas. Eh bien, tant qu'on est dans cette recherche-là, on reste, il me semble, attaché à la matière physique. On reste attaché au monde physique. C'est-à-dire que quand notre vie est terminée, on a envie de retrouver ça. On a envie de revivre, de refaire un tour du manège, de refaire une histoire complète. À l'heure actuelle, ce que je comprendrais, c'est qu'on est quand même venu pour expérimenter différentes vies, mais pour s'en détacher. Pour apprendre à matérialiser, là on est en plein dedans. Ça fait partie de notre expérimentation. On vient dans la matière physique pour expérimenter avec toutes les limites de la matière physique. La matière physique, c'est très lent à créer. Donc on peut prendre notre temps. Entre l'idée au départ que j'ai et la matérialisation, heureusement, ce n'est pas instantané. Je l'avais déjà dit dans
dans plusieurs séances, imaginez que tout ce qui vous passe par la tête, tous vos souhaits, vos désirs, toutes vos peurs, tout ce qui se passe dans votre tête se crée instantanément. Imaginez le bazar qu'il y aurait autour de vous. Si on ne peut pas effacer, on pense à un truc, ça apparaît, et ça ne disparaît plus. Imaginez simplement, au bout d'une journée, le bazar qu'il y aurait autour de vous, d'objets, d'événements, alors qu'il se passerait plein de choses en permanence, toutes nos peurs, nos doutes, etc. Tout ce que l'on vit en pensée devient quelque chose de concret dans notre vie. Juste au bout d'une journée, ce serait très très compliqué quand même à gérer. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'on vient dans cette réalité pour apprendre le lien entre la conscience jusqu'à la matérialisation, mais un lien qui se fait lentement. Et il y a besoin de cette intensité suffisante dont parle 7 pour qu'effectivement le lien se fasse. On empile, c'est pas je pense une seule fois à quelque chose, ça arrive directement. Mais si tous les jours je ressasse la même chose, ça tourne en boucle, et là ça finit par gagner suffisamment d'intensité pour que ça se transforme en événement que je vais vivre. Je pense que l'on est venu dans cette vie physique pour comprendre ce fonctionnement-là, ce fonctionnement de matérialisation, qui est le même quand on est en dehors de la réalité physique, mais qui est beaucoup plus rapide. Imaginez quand vous rêvez, tout ce que vous faites, vous pouvez le faire directement. Vous rêvez que vous volez, vous rêvez que vous allez sur la Lune, vous rêvez que vous traversez les murs, vous rêvez que peu importe ce qui vous arrive, ça se fait réellement tout de suite, en temps réel. Il n'y a plus de corps physique, donc ce que vous vivez, la réalité de ce que vous vivez, se fait instantanément. Eh bien, j'ai l'impression que ça, c'est à l'image de ce qu'on va expérimenter quand on aura quitté cette réalité physique. Donc on vient quelques centaines ou milliers de vies dans cette réalité physique pour prendre conscience de ça, pour s'entraîner, pour expérimenter, pour vivre des vies très différentes, plein d'événements différents, et chargé de toute cette expérience-là, notre conscience, qui nous sommes profondément, continue son cheminement en dehors de cette réalité. Ceci étant posé, ça veut dire que tant qu'on est plongé dans cette réalité physique avec quelque chose qu'on aime et quelque chose qu'on n'aime pas, eh bien on a du mal à se détacher de l'expérimentation physique. On a du mal à se dire, voilà, je vais arrêter mon expérience dans cette réalité, je vais arrêter ma vie sur Terre. Parce que c'est que le début de mon expérimentation, j'ai encore plein de choses à expérimenter dans d'autres réalités. Donc le fait de cumuler des événements, soit désagréables, plein d'idées désagréables, je stocke des choses que je veux éviter tout le temps, mais également d'avoir plein de choses que l'on veut refaire, puisqu'on veut les refaire, ça donne envie de revenir. Donc ça nous relie à cette expérimentation terrestre. Ça nous donne envie de revenir. Même quand on meurt, on se dit « Ah, j'ai encore envie de vivre ça, j'ai encore envie de vivre ça. » Si vous vous rappelez, Seth, il recrée régulièrement dans son environnement un bureau du 19e siècle, je crois, je sais plus, une campagne, il regarde par la fenêtre. Donc il y a quand même cet attachement qui reste, il a réussi à se séparer de la réalité physique, il n'est plus incarné, mais de temps en temps, par nostalgie, il va recréer un petit bout de réalité physique, lui, dans son environnement, qu'il peut après défaire, parce qu'il sait exactement, il connaît les lois de cette matérialisation. Donc il sait créer et faire disparaître. Mais il va quand même, par nostalgie, recréer de temps en temps, s'asseoir dans un fauteuil, parce que la réalité physique a quelque chose d'unique, qu'on a du mal à comprendre puisqu'on est immergé dedans, mais c'est une expérimentation particulière, avec tous les bons côtés et peut-être les côtés plus compliqués qu'on expérimente. Donc, l'idée serait quand même, petit à petit, au fur et à mesure que notre conscience s'ouvre, c'est quand même d'envisager d'aller au bout de cette expérimentation terrestre, physique. De se dire qu'on est peut-être en train d'essayer d'expérimenter les derniers événements de notre vie, de régler la situation avec les gens autour de nous, de baisser l'intensité finalement de ce qu'on expérimente pour rester dans quelque chose de plus neutre.
juste de vivre ce qu'on est en train de vivre, sans que ça devienne des passions, des trucs extraordinairement forts d'un côté positif, ou des grandes peurs, ou peur, colère, des réactions très fortes du côté plutôt négatif, plutôt chargé du côté fort. Et c'est pour ça que l'idée, ce serait effectivement plutôt d'aller se recentrer, rester sur quelque chose de neutre, c'est-à-dire une sorte de plénitude. Je ne recherche pas à stimuler des émotions fortes, qu'elles soient positives ou négatives, au sens terrien. Voilà, ça c'est une parenthèse que je voulais faire, qui apporte voilà, des éléments de réflexion par rapport à ce que vous expérimentez. Tant qu'on est dans la réalité physique, oui, il vaut mieux stimuler les côtés positifs de ce qu'on a envie de reproduire, sous réserve, d'une part, de ne pas se culpabiliser si ce qu'on cherche à mettre en place n'arrive pas. Ça, c'est une première difficulté. J'ai commencé à en parler tout à l'heure, puis j'ai changé de sujet. Donc, ça aussi, je veux bien refaire une petite parenthèse par rapport à ça. Oui, je pense que 7 nous explique que nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive dans notre vie. Donc oui, il nous pousse à cette responsabilisation. Je prends conscience que je suis responsable de ma vie. Je ne vais pas blâmer les autres, Dieu, le monde, le hasard, pour ce qui m'arrive. Dit autrement, tout ce qui m'arrive, je l'ai voulu, mais à un point de vue inconscient. Donc oui, même si je suis en train de souffrir, ça vient de moi. Et si j'essaie d'en sortir et que je n'ai pas encore trouvé les moyens de le faire, malgré tout, ça fait partie du cheminement. Mais je vous invite à ne pas culpabiliser par rapport à ce qui nous arrive. Il vous arrive quelque chose, ce n'est pas parce que c'est vous qui l'avez créé que vous devez rajouter une couche d'émotion qui peut être un petit peu plombante. Vous êtes en train d'expérimenter quelque chose, vous êtes en train de rechercher quelque chose. Vous êtes dans une compréhension mentale d'un côté, intellectuelle, et peut-être dans une recherche intuitive, créative, cherchez à vous connecter à vos sens internes, c'est ce que ça cherche à nous faire faire en permanence. Vous reconnectez à votre grand moi, il y a plein de façons de présenter, d'être plus éveillé, d'être plus concentré, d'être en état méditatif permanent, etc. Il y a plusieurs manières, donc en tout cas c'est effectivement le cheminement pour que les événements qui vous arrivent, sans être teintés, correspondent à ce que votre grand moi cherche à expérimenter à travers votre vie. Mais si ça n'arrive pas, je vous invite juste à réfléchir là-dessus, à ne pas rajouter une couche de culpabilité, de se dire voilà, j'y arrive pas, je suis nul, pourtant j'ai accès à plein de documents, plein d'informations, voilà, ça ne fonctionne pas aussi bien que j'aimerais. Dites-vous que le chemin compte autant que le but. Vous êtes en train de cheminer, vous êtes en train d'avancer. Si le but était atteint, vous seriez peut-être plus sur cette terre. Vous auriez peut-être envie d'arrêter l'expérimentation, vous en avez marre, et vous voulez passer à autre chose. Et que ce que vous êtes en train de vivre fait partie de ce qui vous motive à continuer. Même si vous êtes en train de souffrir, c'est pas quelque chose qui est fait pour vous abaisser, c'est quelque chose qui est là pour vous aider à vous faire rebondir, vous faire réagir, vous faire prendre conscience que ce que vous vivez n'est pas l'idéal de ce que vous avez en tête, donc il y a quelque chose à changer dans votre vie encore. Peut-être que vous avez changé déjà beaucoup de choses, mais il y a peut-être encore autre chose. Et que c'est en grattant petit à petit comme ça que le chemin petit à petit se dessine. Ça s'appelle toucher le fond de la piscine. Voilà. On coule jusqu'à un moment donné, parce qu'on arrive au fond du fond, le moment le plus dur, qu'on trouve la force, l'énergie et l'appui pour repousser le fond de la piscine et pour pouvoir remonter, pour pouvoir en ressortir. Voilà, je donne quelques images en tout cas pour essayer d'illustrer cette recherche par laquelle
j'ai l'impression que beaucoup de personnes passent, hein, c'est-à-dire un événement dans la vie qui vous fait réagir, réfléchir, vous dire c'est pas que ça la réalité, c'est pas que ça la vie, ou en tout cas j'ai envie de faire quelque chose, il y a quelque chose de plus important dans ma vie que ce que je vivais jusque-là, et donc vous avez décidé de peut-être d'expérimenter des choses différentes, de vous intéresser à des sujets différents, vous revisiter la vie de manière différente. Ça fait partie du cheminement, mais c'est un cheminement. Vous n'êtes pas encore arrivé au bout, donc vous êtes encore en train d'expérimenter avec des hauts et des bas. La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, et c'est petit à petit le fait d'installer quelque chose de positif. Comment il dit cette soyez des j'en trouve plus le mot. Une petite phrase clé, des pratiquants. L'idée c'est des pratiquants du positif, quoi, quelque part. Des idéalistes pratiquants. Ça, c'est une de ces premières phrases que je trouve très, très intéressante, très concrète, hein. Soyez des idéalistes pratiquants. C'est bien d'avoir un idéal, mais c'est bien de voir comment vous pouvez l'installer dans votre vie tous les jours le plus souvent possible. Et il y a une autre chose, c'est par rapport au positivisme, je sais plus quoi, positivisme récurrent, vous voyez un petit peu le principe. L'idée, c'est tout le temps d'essayer de voir qu'est-ce que ça m'apporte. Je suis en train de vivre quelque chose, peut-être qui me fait souffrir, mais qu'est-ce que ça m'apporte, en quoi ça me permet de réagir, de changer, de modifier encore quelque chose dans ma vie, d'expérimenter pour me construire moi, mais pas moi en tant que personnalité, moi en tant que grande entité. Donc c'est cette vision un peu plus large que Seth nous propose en tout cas d'avoir, avec ce lien donc que malgré tout, c'est vraiment nos croyances à nous profondes, qui peuvent être plus ou moins inconscientes malheureusement, qui font que l'on expérimente ce que l'on expérimente. Donc le travail que Seth nous demande, c'est de revisiter en profondeur toutes nos croyances, de bien analyser toutes nos croyances. Est-ce que je me sens, par exemple, légitime dans ce que je suis en train de faire ? Le syndrome de l'imposteur. Je vis quelque chose de super, mais je le vis mal parce que je culpabilise de vivre quelque chose de bien, alors que les gens autour de moi le vivent mal, par exemple. Ou je prends un rôle et je suis pas sûr d'être légitime dans ce rôle-là. Alors que Seth, il nous dirait, mais assumez quelque part. Vous avez choisi de faire quelque chose, faites-le jusqu'au bout, allez-y. Peut-être aussi une autre idée de se dire que des fois, le fait de voir que les autres souffrent, de voir que nous, on essaie de se détacher de ça, on retourne un peu sur cette forme de culpabilité dont je parlais, de chercher à se couper de la conscience collective, de chercher à vivre notre vie. Donc on est en train d'expérimenter une vie de groupe collective, c'est grâce aux autres notamment qu'on expérimente ce qu'on est en train d'expérimenter, mais nous on a toujours le droit d'aller voir ces croyances qui sont au fond de nous. Est-ce que je pense vraiment que la vie est belle, est-ce que je l'assume pleinement, ou est-ce que je le dis sans le penser pleinement? Et c'est des fois ce décalage entre, je dis quelque chose de manière intellectuelle, mais au fond de moi, je me sens pas complètement à l'aise avec ça, je me sens pas, encore une fois, légitime, ou je me dis c'est pas normal que moi je souffre pas, tout le monde autour de moi, etc. Donc différentes sensations, j'ai peut-être du mal un peu à mettre des mots dessus. J'espère en tout cas que ça vous parle en tout cas. En tout cas, je le redis, ça me semble vraiment important, nous invite à aller voir ce que l'on croit réellement, fondamentalement, au fond de nous, parce que c'est ça qui dirige notre vie tous les jours. Et on a beau essayer de mettre une couche de positif en tout cas, si le fond reste avec différentes
émotions dont je parlais, quelque chose de... Voilà, on n'est pas sûr complètement d'assumer ce qu'on est en train de vivre, alors, ça ira peut-être pas jusqu'au bout et les événements qu'on va vivre vont nous ramener vers quelque chose finalement qui n'est pas satisfaisant. Donc là est la clé, je pense, pour vraiment créer une réalité peut-être plus douce, plus agréable. Puis plus agréable, ça peut être dans le mouvement, ça peut être dans le changement, puisqu'on est là pour expérimenter des choses variées. Après tout, on n'est pas obligé de refaire tout le temps les mêmes choses. On ronronne un petit peu, au bout d'un moment, on s'endort. Donc c'est d'aller écouter notre petite voix intérieure. Qu'est-ce qu'on a envie vraiment de faire et comment je trouve l'énergie pour y aller. C'est un petit peu voilà ces différentes questions, en tout cas que je voulais partager avec vous autour du thème dont Seth est en train de parler, cette matérialisation de notre vie. Ça parle vraiment de ça. Voilà à peu près. Et je vois là qu'on est à la fin d'un paragraphe, donc je vais faire une petite pause ici. Et puis on va enchaîner après avec le paragraphe suivant, puis une autre thématique, ou faire évoluer en tout cas un petit peu ces éléments. Voilà, merci en tout cas pour votre écoute et à très bientôt.